J'avais seulement 8 ans quand je découvrais que mes parents adoptifs me filmaient, la véritable raison pour laquelle ils m'avaient adoptée. Bonjour, mes chers amis, je m'appelle Béatrice Durand, mais tout le monde m'appelle Mamie Béatrice. J'ai 74 ans et je suis née ici à Nantes, Loire-Atlantique, un 1950. Aujourd'hui, je vais partager une histoire que j'ai gardée dans mon cœur pendant plus de 60 ans, une histoire que je n'ai jamais racontée, même à mes propres enfants. Si vous schmeregordes maintenant, s'il vous plaît, commentez quelque chose sur votre vie, combien d'enfants vous avez, d'où vous regardez, n'importe quoi venant de votre cœur. Mon histoire commence bien différemment de celle de la plupart des enfants. J'ai été adoptée quand je n'avais que 4 ans, 1954. Ma mère biologique, Élise Durand, était très jeune, seulement 6 ans quand elle m'a eue et ne pouvait pas m'élever elle-même. Elle m'a laissée dans un foyer pour enfants, ici à Nantes, avec une petite note disant qu'elle voulait que j'aie une meilleure vie que ce qu'elle pouvait me donner. Je me souviens encore du jour où j'ai rencontré Madame Marguerite Lefebvre et Monsieur François Gauthier, mes parents adoptifs. C'était un samedi matin et le soleil brillait fort comme seul, on était à Nantes, peut l'être. Madame Marguerite était une femme grande avec des cheveux noirs, toujours tirés en un chignon serré, et elle avait des yeux sombres qui semblaient vous traverser. Monsieur François était plus petit, un homme silencieux qui travaillait dans un magasin de tissus au centre-ville. Voici Béatrice, disait la femme qui dirigeait le foyer pour enfants. C'est une petite fille bien élevée, obéissante. Je me souviens que Madame Marguerite me regardait étrangement, comme si elle m'évaluait, me mesurait. Elle passait sa main dans mes cheveux, relevait mon menton pour regarder mon visage, vérifiait même mes dents. À l'époque, je pensais que c'était de l'affection, mais aujourd'hui, je comprends que c'était autre chose. Elle fera l'affaire. Étaient tous ceux qu'elle disait. Monsieur François ne disait rien, hochait juste la tête. Il avait toujours un vieil appareil photo autour. Du coup, l'un de ces vieux appareils à pellicule qui faisait du bruit en prenant des photos, il disait qu'il était photographe à ses heures perdues, qu'il aimait capturer des moments spéciaux de la famille. Leur maison était rue des Chênes, une grande maison au coin avec une cour arrière et une chambre noire que Monsieur François a utilisée pour développer ses photographies. L'odeur dans cette pièce était forte, chimique, et j'avais peur d'y entrer. Les premiers jours, tout semblait normal. Madame Marguerite me donnait de nouveaux vêtements, m'inscrivait à l'école, me montrait où serait ma chambre. C'était une petite pièce, mais elle était tout à moi, avec un lit simple et une vieille commode en bois. Je pensais que j'avais trouvé une vraie famille, mais après quelques semaines, je commençais à remarquer des choses étranges. Madame Marguerite avait des habitudes très spécifiques. Elle insistait pour me baigner tous les jours, même si j'avais déjà 4 ans.
et savais me laver seule. Les petites filles doivent être propres, disait-elle, frottant mon corps avec une force qui faisait mal. Surtout toi, venant d'où tu viens, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire par venant d'où tu viens. J'étais juste une enfant qui avait perdu ses parents biologiques, comme tant d'autres, mais dans son esprit, j'étais différente, j'étais intrinsèquement sale, les bains devenaient de plus en plus étranges, elle passait beaucoup de temps à me laver, touchant des endroits qui me mettaient mal à l'aise, toujours en disant que c'était pour mon bien. Elle commençait à me donner des bains avec de l'eau très chaude, disant que c'était pour enlever toute la saleté. Arrête de pleurer, disait-elle, quand je me plaignais que l'eau brûlait. Tu dois apprendre à être une fille propre, comme Vinebo. Et Monsieur François, il apparaissait toujours pendant l'heure du bain. Il disait que c'était pour aider, mais il restait juste là, avec cet appareil photo autour, du coup, me regardant d'une manière qui me faisait peur. Parfois, j'entendais le clic discret de l'appareil, mais quand je regardais, il était occupé avec autre chose. Avec le temps, les soins de Madame Marguerite s'intensifiaient. Elle commençait à m'examiner tous les soirs avant le coucher, disant que c'était pour s'assurer que j'étais en bonne santé. Elle touchait mon corps, me faisait rester dans des positions étranges, toujours avec l'excuse que c'était un soin maternel. Une mère doit prendre soin de sa fille, répétait-elle. Tu n'avais pas de mère avant, alors tu ne sais pas comment, mais je vais tout apprendre. Monsieur François était toujours à proximité pendant ces moments. Parfois, il entrait dans la pièce prétendant chercher quelque chose, mais je remarquais qu'il regardait. L'appareil photo était toujours là, pendu à son cou, se balançant quand il bougeait. Quand j'atteignais 6 ans, les choses devenaient bien pires. Madame Marguerite commençait à m'emmener dans leur chambre, disant que j'allais apprendre à être une femme. Est-ce qui se passait dans cette pièce? Je ne peux pas le décrire en détail, parce que même aujourd'hui, ça me rend malade de m'en souvenir. Elle me faisait des choses qu'aucune mère ne devrait faire à sa fille, des choses qui me faisaient mal à l'intérieur et, à l'extérieur. Et Monsieur François était toujours là, toujours avec cet appareil photo. Je réalisais qu'il ne faisait plus que regarder. Il filmait, je le voyais ajuster des boutons, positionner l'appareil, le diriger dans notre direction. Le bruit de la pellicule qui tournait était discret, mais je pouvais l'entendre. « Tais-toi » murmurait Madame Marguerite à mon oreille quand je pleurais. « C'est normal, toutes les filles passent par là. Tu es spéciale. C'est pourquoi nous t'avons choisi. Spécial. » Ce mot résonnait dans ma tête. Étais-je spéciale parce que j'étais adoptée ou étais-je spéciale pour une autre raison que je ne comprenais pas encore? Les nuits devenaient mon pire cauchemar. Chaque fois que j'entendais des pas dans le couloir, chaque fois que ma porte de chambre s'ouvrait, mon cœur s'accélérait. Parfois, ils venaient ensemble, parfois c'était juste elle, mais Monsieur François apparaissait toujours avec cet appareil, toujours en enregistrant tout. Tu dois comprendre, disait Madame Marguerite, nous faisons ça parce que tu en as besoin, tu n'es pas de notre sang. Alors tu dois apprendre différemment. C'est alors que je commençais à comprendre que
Mon adoption n'avait pas été par amour. Il me voulait pas comme fille. Il me voulait pour autre chose, quelque chose que je ne comprenais pas encore complètement, mais que je savais être mal. À l'école, j'essayais de le dire à une enseignante. Je m'approchais d'elle après le cours et disais que ma mère me faisait mal. Elle me regardait avec pitié et disait: Ma chérie, ta mère t'a adoptée par bonté. Tu devrais être reconnaissante. Parfois, nous pensons que les parents sont durs, mais c'est parce qu'ils veulent le meilleur pour nous. Personne ne me croyait, ou peut-être ne voulait-il pas croire Madame Marguerite. Et Monsieur François était respecté en ville, allait à l'église, avait une vie sociale normale. Qui croirait une fille adoptée contre un couple respectable à la maison, la situation ne faisait qu'empirer. Madame Marguerite commençait à me droguer légèrement avant les abus, me donnant du thé qu'elle disait pour me calmer. Je devenais à moitié endormie, à moitié éveillée, sans force pour réagir. Et Monsieur François profitait de ces moments pour filmer de près, obtenant des angles qu'il ne pouvait pas avoir avant. Elle est plus jolie comme ça. L'entendais-je dire une fois à Madame Marguerite, plus naturelle, jolie, naturelle. J'étais une enfant abusée et il pensait que c'était joli. Ces mots me marquaient pour toujours, me faisaient comprendre que pour eux, je n'étais pas une personne, j'étais un objet, quelque chose à utiliser et à enregistrer. À iTunes, je faisais une découverte qui changeait tout. Je jouais dans la cour. Quand la balle tombait près de la fenêtre de la chambre noire de Monsieur François, en regardant par une fissure, je le voyais travailler avec plusieurs bobines de film, en mettant certaines dans une boîte spéciale. Il y en avait des dizaines, toutes numérotées avec des dates. Je reconnaissais certaines dates. C'était les jours des abus les plus intenses. Monsieur François ne filmait pas seulement pour son propre plaisir. Il organisait, cataloguait, stockait tout, comme si c'était une collection précieuse. Cette nuit-là, je faisais semblant de dormir quand il venait dans ma chambre. J'entendais Madame Marguerite dire « Elle grandit vite, bientôt elle commencera à poser des questions plus difficiles. Nous avons encore quelques années, répondait Monsieur François. Et le matériel que nous avons déjà durera long temps, matériel, il parlait de moi comme d'un matériel, comme si j'étais un produit qu'il fabriquait, documentait, stockait pour une utilisation future. C'est à ce moment que je comprenais que je devais m'échapper, peu importe comment, peu importe où, mais je devais sortir de cette maison avant qu'il ne soit trop tard. À Étang, je commençais à planifier ma fuite, sachant que ce serait ma seule chance de survivre à cet enfer. La peur s'emparait de moi d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas seulement la peur de ce qu'il me faisait, c'était la peur de ce qu'il pourrait faire avec ses films, la peur que d'autres enfants puissent vivre la même chose, la peur que je ne m'échappe jamais de ce cauchemar. Chaque jour qui passait, chaque nuit où il venait dans ma chambre, je sentais une partie de moi mourir.
la fille que j'étais, qui rêvait d'avoir une vraie famille, était remplacée par une enfant effrayée, brisée, qui voulait juste disparaître, mais au fond, une petite flamme résistait encore, la volonté de vivre, d'être libre, de trouver quelqu'un qui m'aimerait vraiment. Et c'était cette flamme qui me donnait la force pour ce que je ferais ensuite pour la décision la plus difficile, qu'une enfant de 8 ans pouvait prendre. De 8 à 12 ans, ma vie devenait un enfer qui semblait sans fin. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est de se réveiller chaque jour en sachant que vous allez souffrir. Enzachand, que personne ne vous sauvera. Enzachand, que vous n'êtes qu'un jouet entre les mains de personnes malades. Après avoir découvert les films, tout devenait encore plus lourd. Madame Marguerite remarquait que j'étais différente, plus résistante, et cela la rendait furieuse. Les abus augmentaient, devenaient plus violents, plus fréquents. C'était comme si elle voulait me briser complètement, me transformer en une poupée sans volonté propre. Tu deviens rebelle, disait-elle, tout en me faisant mal. Les filles adoptées n'ont pas le droit d'avoir leur propre volonté. Tu dois être reconnaissante pour ce que tu sois. Monsieur François, de son côté, devenait encore plus audacieux avec les enregistrements. Il achetait de nouveaux équipements. Une caméra 6 mm qui faisait moins de bruit, des trépieds qu'il cachait dans toute la maison, même des lampes spéciales qu'il installait dans ma chambre, sans que je comprenne pourquoi. Ce n'est que plus tard que je réalisais que tout cela était pour obtenir des images meilleures, plus claires, plus professionnelles. Il faut que ça ait l'air naturel, murmurait-il, tout en ajustant les objectifs, comme si c'était spontané, comme si une enfant violée pouvait être spontanée, mais dans son esprit malade. C'était de l'art, c'était quelque chose de spécial qu'il créait en 1962, quand j'avais 12 ans. Les choses changeaient de manière effrayante. Monsieur François commençait à quitter la maison fréquemment, portant une petite mallette. Il revenait toujours avec de l'argent, beaucoup d'argent, qu'il cachait dans une boîte dans leur armoire. Un jour, je l'entendais parler à Madame Marguerite. Les gens de Lyon veulent plus de matériel. Ils paient bien pour les séquences avec des jeunes filles. Ils vendaient les enregistrements. Il y a compranismo intenant, que c'était pas seulement des abus, c'était une affaire. Il m'avait adopté spécifiquement dans ce but pour m'utiliser comme produit dans un réseau de personnes qui consommaient ce type de matériel. J'étais une marchandise, pas une fille. L'équipement à la maison augmentait. Monsieur François installait un véritable studio improvisé dans la cave avec des caméras fixes, un éclairage professionnel et même différents décors. Il me forçait à rester là, dessous pendant des heures, enregistrant des scènes qu'il éditait et vendait ensuite. Tu dois avoir l'air de l'apprécier, disait-il. Si tu pleures trop, ça ruine le film. Comment une enfant de 12 ans pouvait-elle apprécier être violée? Mais il me droguait de plus en plus avec des médicaments qui me laissaient confuse, désorientée. Parfois,
Je me souvenais même pas de ce qui s'était passé. Je me réveillais juste douloureuse, être honteuse. Madame Marguerite devenait encore plus cruelle. Elle commençait à me torturer psychologiquement, disant que j'étais sale, qu'aucune vraie famille ne me voudrait, que je devais être reconnaissante d'avoir un toit et de la nourriture. Sais, toutes ces qui arrivent aux filles comme toi dans la rue, demandait-elle, tout en me frappant, tu mourras de faim. On t'utilisera encore pire. Ici, au moins, tu as une maison, de la nourriture, des vêtements. Je la croyais à 12 ans, après 8 ans de torture, je croyais vraiment qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour moi, que c'était mon destin, ma punition pour être née sans parents. L'école devenait mon seul refuge. Mais même là, je ne pouvais pas me concentrer, mes notes chutaient. J'étais toujours somnolente à cause des médicaments et les autres enfants commençaient à m'éviter. Je sentais les produits chimiques du laboratoire photo et j'avais toujours des marques étranges sur mon corps. Et mon comportement était de plus en plus apathique. Béatrice est très étrange. Entendais-je une enseignante commenter à une autre. Elle semble être une enfant traumatisée, mais personne n'enquêtait, personne ne posait de questions. Madame Marguerite était respectée dans la communauté, fréquentait religieusement l'église, se présentait toujours comme une mère dévouée qui avait adopté une fille à problème par charité. Pauvre Marguerite, commentait les voisins, elle a pris une enfant difficile à élever. Ça doit être beaucoup de travail, difficile, à problème. J'étais vue comme le problème, pas la victime. Et cela me faisait me sentir encore plus coupable, encore plus seule. En 1963, quelque chose se passait qui me rendait encore plus désespérée. Monsieur François ramenait d'autres hommes à la maison, des hommes plus âgés, bien habillés, qui arrivaient toujours la nuit avec des valises et des équipements. Ils ne filmaient pas seulement, ils participaient aux abus. Elle est encore jeune. Entendais-je l'un d'eux dire elle produira beaucoup de bons matériels. Elle est docile aussi. Répondait Monsieur François, bien entraîné, comme si j'étais un animal de cirque. Il parlait de moi comme si j'étais pas là, comme si je ne pouvais pas entendre, comme si je n'étais pas humaine. Les sessions avec ces hommes étaient encore pires. Ils me faisaient mal de manière que je ne peux même pas décrire ici. Ils filmaient tout avec plusieurs caméras, sous tous les angles possibles. Ils faisaient des commentaires techniques sur l'éclairage, les cadrages, comme s'ils produisaient un film normal. Prends un gros plan de son visage qui pleure, disait l'un à l'autre, ça se vend bien, se vend bien, ma souffrance, mes larmes, mon désespoir étaient des produits précieux sur leur marché. Plus je souffrais, plus ils gagnaient d'argent. Je commençais à avoir des pensées sombres. Je pensais à me faire mal exprès, à tout arrêter d'un coup, mais j'avais même peur de la mort. M'accepterait-il au paradis? Dieu pardonnerait-il une fille aussi sale que moi? C'est à cette époque que je commençais à prêter plus d'attention à leurs conversations. J'entendais des noms de villes, de personnes de valeur. Je comprenais qu'il y avait un grand réseau de personnes impliquées dans ceci, qui m'arrivaient, arrivaient aussi à d'autres enfants.
Le matériel de Bordeaux se vend bien. Entendais-je monsieur François parler au téléphone une nuit. Cette fille blonde rapporte du profit. Une autre fille, un autre enfant souffrant comme moi. Combien étions-nous, combien de fausses familles étaient répandues à travers le pays, adoptant des enfants pour ce but horrible. En 1964, quand j'atteignais 14 ans, je réalisais que mon corps changeait et cela rendait Madame Marguerite encore plus agressive. Elle disait que je me gâtais, que bientôt je ne serais plus utile pour ce dont ils avaient besoin. Les filles plus âgées ne se vendent pas autant. Se plaignait-elle. Nous devons en profiter tant qu'elle a encore l'air d'une enfant. La pression augmentait, les sessions devenaient plus fréquentes, plus intenses. Il voulait tirer le maximum avant. Que je passe le point, c'est alors que j'avais une idée, si pensant, que je devenais trop vieille. Peut-être baisserait-il leur garde, peut-être pourrais-je avoir une chance de m'échapper. Je commençais à observer tout plus soigneusement les horaires, les routines, où ils gardaient les clés. Quand ils quittaient la maison ensemble, je faisais semblant d'être plus soumise, plus obéissante, pour qu'ils baissent leur garde. Un jour, en fouillant la maison, pendant qu'ils étaient sortis, je trouvais une boîte dans leur armoire, pleine de lettres. C'était des correspondances avec des gens de diverses villes, arrangeant des valeurs, des dates, des types de matériel. Je voyais mon nom dans plusieurs d'entre elles, des descriptions de mon corps, dès mon âge, comme si c'était un catalogue. Mais c'est dans une de ces lettres que je trouvais une information précieuse, l'adresse de mon oncle Joseph, frère de ma mère adoptive, dans une vieille lettre. Madame Marguerite se plaignait à quelqu'un à son sujet. Mon frère Joseph continue de questionner comment nous traitons la fille. Il se plaint toujours, disant que nous sommes trop durs. Heureusement qu'il vit loin, à Rennes. Rennes, mon oncle vivait à Rennes, à seulement 100 kilomètres. Et d'après le ton de la lettre, il se souciait de moi, pensait que j'étais maltraitée. Était-il ma seule chance de salut? Je gardais cette information comme un trésor. L'oncle Joseph se souciait de moi. Il y avait quelqu'un dans le monde qui questionnait ce qu'il faisait, qui pensait que c'était mal. Pour la première fois depuis des années, je ressentais une lueur d'espoir. Je commençais à planifier ma fuite plus sérieusement. J'étudiais les horaires des bus pour Rennes, économisais chaque centime que je pouvais voler, mémorisais l'adresse de mon oncle. Savais que je n'aurais qu'une seule chance et si j'échouais, il me tuerait probablement. Le plan prenait forme dans ma tête. Il était simple, mais dangereux. Une nuit où ils sortiraient ensemble, ce qui arrivait au moins une fois par mois pour des réunions avec des clients à Bordeaux. Je mettrais des somnifères dans l'eau qu'ils buvaient toujours avant de se coucher. Pendant qu'ils dormaient, je détruirais tout le matériel, prendrais l'argent et m'enfuirais à Rennes pour trouver mon oncle Joseph. J'obtenais les somnifères en volant peu à peu à la pharmacie où Madame Marguerite achetait les médicaments qu'il me donnait.
Je faisais semblant d'être malade plusieurs fois et pendant qu'elle achetait des médicaments pour moi, je prenais d'autres choses et les cachais sous mes vêtements. En mai 1965, l'opportunité venait. Monsieur François recevait un appel téléphonique urgent. Un client important de Bordeaux voulait une réunion ce même soir. Il devrait voyager et ne reviendrait que le lendemain matin. Reste tranquille ici, me disait Madame Marguerite avant de partir. Nous allons verrouiller toute la maison. Si tu essaies de t'enfuir, les voisins te verront et te ramèneront. Et alors ce sera pire pour toi. J'attendais qu'il parte. Attendez que le bruit de la voiture s'évanouisse. Attendez jusqu'à ce que je sois sûre qu'il ne reviendrait pas. Puis je commençais à exécuter mon plan. D'abord, j'allais au laboratoire, je commençais à tout détruire systématiquement. Je cassais les boîtes de films, brûlais les documents, détruisais les équipements. Chaque film que je détruisais était un enfant qui pourrait être épargné de plus de souffrance. Je trouvais une liste d'adresses d'autres fournisseurs dans le réseau. Je la gardais avec moi. Un jour peut être, je pourrais tous les dénoncer. Je voyais des noms de personnes respectables dans la société, des politicians, des hommes d'affaires, même des membres du clergé. Le réseau était plus grand et plus puissant que je ne l'imaginais. Je prenais tout l'argent que je trouvais, c'était des milliers de francs cachés dans divers endroits de la maison. C'était pas du vol, c'était une récupération. Cet argent venait de ma souffrance, de mes larmes, de mon enfance volée. Ensuite, j'allais à la cuisine pour préparer la surprise finale. Je mélangeais une généreuse quantité de somnifères dans le pot d'eau qu'il buvait toujours avant de se coucher. Je ne voulais pas les tuer. Je voulais qu'ils se réveillent et trouvent tout détruit, qu'ils ressentent le désespoir que j'avais ressenti tant de fois. Mais les somnifères n'étaient qu'une partie du plan. Je laissais une lettre sur la table, racontant tout ce qu'ils avaient fait, nommant des clients, décrivant le réseau, même s'il ne la lisait pas. Quelqu'un le ferait quand il serait trouvé vers minuit. J'entendais la voiture arriver, mon cœur s'accélérait, mais je restais calme. Je montais dans ma chambre, faisais semblant de dormir et attendais. J'entendais leur entrée, commentant la réunion, se plaignant de la chaleur. J'entendais le bruit de l'eau servie, des chaises traînées, puis le silence. J'attendais 2 heures de plus pour m'assurer que les somnifères avaient fait effet. Je descendais lentement, marchant seulement sur les parties du sol qui ne faisaient pas de bruit. Ils étaient évanouis dans la cuisine. Elle avec la tête sur la table, lui affalée sur la chaise. Je prenais la valise que j'avais préparée avec mes quelques vêtements et tout l'argent que j'avais trouvé. Je prenais aussi les photos que j'avais prises des documents et la liste d'adresses. C'était les preuves qui pourraient un jour m'aider à obtenir justice. Avant de partir, je faisais une dernière chose. J'écrivais avec du rouge à lèvres sur le mur du salon. Vous paierez pour tout. Jenes ignis pas
mais il saurait de qui c'était. Je quittais la maison à 4 heures du matin. La ville était encore endormie. Seuls quelques ouvriers commençaient à bouger dans les rues. Je marchais jusqu'à la gare routière, achetais un billet pour Rennes sur le premier bus du matin. En attendant le bus, je ressentais un mélange de terreur et de libération. Terreur parce que je ne savais pas ce qui m'attendait, si mon oncle m'accueillerait, s'il réussirait à me trouver. Libération, parce que pour la première fois en 11 ans, personne ne savait où j'étais, personne ne pouvait me faire mal. Le bus arrivait à 6 heures du matin, je montais tremblante, pas seulement de froid, mais d'anxiété. Je regardais par la fenêtre et voyais Nantes s'éloigner, cette ville qui avait été mon enfer pendant si longtemps. Le voyage jusqu'à Rennes prenait 2 heures, mais semblait une éternité. À chaque arrêt, je craignais de voir Monsieur François ou Madame Marguerite apparaître, prêts à me ramener, mais ils apparaissaient pas. Quand j'arrivais à Rennes, je savais même pas par où commencer. Je n'avais qu'une vieille adresse et l'espoir que mon oncle vivait encore là, qu'il se souciait encore de moi. Je prenais un taxi et donnais l'adresse. Le chauffeur me regardait curieusement, une fille de 15 ans et seule, avec une valise et le visage de quelqu'un qui avait traversé quelque chose de terrible. Vas-tu bien, petite? Demandait-il. Maintenant, je vais l'être, répondais-je. Et c'était la première fois en des années que je sentais que cela pourrait être vrai. Le taxi s'arrêtait devant une maison de classe moyenne simple, avec un jardin bien entretenu à l'avant. Je payais la course avec l'argent que j'avais pris de l'argent, qui était techniquement à moi, payé avec ma souffrance. Je frappais à la porte, le cœur battant à tout rompre. Une femme d'âge moyen répondait, me regardait avec surprise et curiosité. Je suis Béatrice, disais-je simplement, la nièce de Joseph. J'ai besoin de lui parler. Son expression changeait immédiatement. Je voyais de la reconnaissance, de l'inquiétude, même un peu de soulagement. Mon Dieu, petite, disait-elle, me tirant à l'intérieur. Joseph s'inquiétait pour toi depuis des années. Entre vite, quand mon oncle apparaissait dans le salon, un homme d'environ 50 ans, avec des yeux doux et une barbe grisonnante, je commençais à pleurer. C'était pas des pleurs de tristesse, c'était des pleurs de soulagement, d'espoir, d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui pourrait me voir comme une personne, pas comme un objet. Béatrice, disait-il, me serrant dans ses bras, grâce à Dieu, tout est ici. Ya savais que quelque chose n'allait pas dans cette maison, enfin, quelqu'un qui savait, quelqu'un qui avait toujours soupçonné, quelqu'un qui pourrait m'aider à reconstruire ma vie. Quand l'oncle Joseph me serrait dans ses bras ce matin de mai 1965, je ressentais quelque chose que je n'avais pas connu depuis plus de 10 ans, la sécurité. Ses bras étaient fermes, mais doux. Et pour la première fois depuis que j'avais 4 ans, quelqu'un me touchait sans arrière-pensée, sans me causer de douleur ou de peur. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, disait-il.
s'éloignant un peu pour regarder mon visage. Ta tante Marguerite ne me laissait jamais te rendre visite correctement. Trouvait toujours des excuses et quand je réussissais à te voir, tu semblais être une enfant hantée. Tante Emma, c'est femme, m'emmenait à la cuisine et préparait une tasse de cacao chaud. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir la tasse. Il se regardait, réalisant que quelque chose de très grave s'était passé. Ma chérie, disait l'oncle Joseph, s'asseyant à côté de moi, tu n'as pas à nous dire quoi que ce soit maintenant. Si tu ne veux pas, mais je veux que tu saches que tu es en sécurité ici. Quoi qu'il soit arrivé, tu es en sécurité. Et c'est alors que je m'effondrais toutes ces années de silence forcé, de secrets gardés, de douleurs réprimées, sortaient d'un coup. Je leur racontais tout, chaque abus, chaque enregistrement, chaque nuit de terreur. Je voyais le visage de l'oncle Joseph devenir de plus en plus pâle, des larmes coulant sur les yeux de tante Emma. « Doux Seigneur », murmurait tante Emma, mettant sa main sur sa poitrine. Comment de tels démons ont-ils pu tromper tout le monde? Parce qu'ils étaient intelligents, répondais-je, essuyant mes larmes. Ils savaient se présenter à la société, l'église, un travail respectable, une belle maison. Qui soupçonnerait. L'oncle Joseph était visiblement secoué. Il faisait les 100 pas dans la cuisine, passant sa main dans ses cheveux, marmonnant des jurons à voix basse. J'aurais dû insister davantage, disait-il. J'aurais dû forcer l'entrée dans cette maison, même si ta tante se mettait en colère. Combien de fois j'ai senti que quelque chose n'allait pas, ce n'était pas ta faute. Uncle, disais-je, et c'était vrai, ils étaient très prudents, ils savaient comment cacher, je lui montrais les photos que j'avais prises des documents, les listes de noms que j'avais réussi à copier. L'oncle Joseph examinait tout avec une attention croissante. Béatrice, c'est très grave, disait-il. Cette liste contient des noms de personnes importantes, des gens avec du pouvoir. Si tu les dénonces, ce sera dangereux. Mais d'autres enfants souffrent, répondais-je. J'ai vu des noms d'autres enfants, d'autres endroits. Je ne peux pas prétendre que je ne sais rien. Tante Emma prenait ma main. D'abord, tu dois guérir, ma chérie. Ensuite, nous réfléchirons à ce qu'il faut faire avec ça. Et les premiers jours à Rennes, je pouvais à peine dormir. Je me réveillais au milieu de la nuit, en sueur froide, pensant entendre la voix de Monsieur François dans le couloir. Tante Emma apparaissait toujours dans ma chambre. McCall Moït restait avec moi jusqu'à ce que je réussisse à me rendormir. C'est normal, disait-elle. Le corps met du temps à comprendre qu'il est en sécurité. Mais ça passait. Ma chérie, avec du temps et de l'amour, ça passera. L'oncle Joseph travaillait dans une petite imprimerie en ville et réussissait à m'obtenir un travail à temps partiel, organisant des papiers et faisant des tâches simples. C'était bien d'avoir quelque chose pour occuper mon esprit, pour me sentir utile d'une manière saine. Une semaine après mon arrivée, l'oncle Joseph
rentrée du travail avec une expression inquiète. Béatrice, j'ai reçu un appel aujourd'hui, disait-il. C'était ta tante Marguerite. Elle a dit que tu t'étais enfuie de la maison, qu'elle est très inquiète, qu'elle veut venir te chercher. Mon sang se glaçait. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que tu allais bien, que tu allais rester ici un moment. Elle s'est mise en colère, a menacé de venir te chercher de force, qu'elle avait des droits légaux sur toi, des droits légaux, comme si j'étais leur propriété, un objet qui pouvait être réclamé. Elle ne peut pas me reprendre, n'est-ce pas? Demandai-je, la panique m'envahissant. Légalement, elle peut essayer, admettait l'oncle Joseph, mais je ne la laisserai pas si elle vient ici. Je dirai à tout le monde ce que tu m'as dit. Je le crierai aux quatre coins de la ville s'il le faut. Ah, les jours suivants, je vivais dans une peur constante qu'ils apparaissent. Chaque voiture qui s'arrêtait dans la rue, chaque coup à la porte me faisait paniquer. Mais les semaines passaient et rien ne se passait. Ils doivent avoir peur de causer un scandale. Spéculer, l'oncle Joseph, avec toi disparaissant la même nuit que le laboratoire a été détruit, ils savent que tu as des informations dangereuses. Progressivement, je commençais à m'adapter à une vie normale. Tante Emma m'apprenait à cuisiner, à coudre, des choses simples que je n'avais jamais apprises. Je me sentais comme une enfant découvrant le monde pour la première fois. Tu dois étudier, disait-elle. Une fille intelligente comme toi ne peut pas se passer d'éducation. Il m'inscrivait dans une école du soir pour les jeunes qui travaillent le jour. Au début, c'était difficile. J'étais en retard dans de nombreuses matières et ma concentration était encore affectée par le traumatisme, mais progressivement. Je commençais à récupérer en 1966, un an après ma fuite. Quelque chose d'inattendu se passait. L'oncle Joseph rentrait à la maison avec un journal de Nantes dans les mains, une expression sérieuse sur le visage. Béatrice, tu dois voir ça, disait-il, montrant le titre. Couple arrêté dans une opération contre l'exploitation d'enfants. Je lisais l'article avec le cœur battant. Monsieur François et Madame Marguerite avaient été arrêtés dans une opération de la police nationale. Ils trouvaient du matériel dans leur maison. D'autres personnes impliquées étaient identifiées. Tout un réseau était démantelé. Comment ont-ils découvert? Demandai-je, tremblante. Il est écrit ici qu'un dénonciateur anonyme a conduit à l'enquête. Quelqu'un a envoyé des photos de documents, des listes de noms. La police enquêtait depuis des mois. Les photos que j'avais prises, les listes que j'avais copiées sans le savoir, j'avais aidé à faire tomber ces monstres. Il demande aux victimes de se présenter, continuait l'oncle Joseph, pour témoigner, aider dans le processus. Je ressentais un mélange de soulagement et de terreur. Soulagement, parce qu'ils paieraient enfin pour ce qu'ils avaient fait. Terreur, parce que cela signifiait revivre tout, raconter à des étrangers, affronter ces visages à nouveau. Tu n'es pas obligé, disait tante Emma, remarquant mon combat intérieur,
tu as déjà fait ta part en t'échappant, en fournissant les informations, mais ça weiß que je devais y aller, pas seulement pour moi, mais pour les autres enfants qui souffraient encore, pour ceux qui pourraient souffrir à l'avenir. En juillet 1966, je retournais à Nantes pour la première fois depuis ma fuite. J'étais accompagnée par l'oncle Joseph et un avocat qu'il avait engagé pour me représenter. Le tribunal était plein de journalistes, de curieux et d'autres personnes qui avaient également été victimes, voire Monsieur François. Et Madame Marguerite menottée au banc des accusés était surréaliste. Il semblait plus petit, plus faible, dépouillé de cette aura de pouvoir qu'ils avaient sur moi. Madame Marguerite me regardait avec haine quand j'entrais, mais je ne ressentais plus de peur, je ressentais de la pitié pour 2 personnes si vides qui avaient besoin de détruire des enfants pour se sentir puissantes. Mon témoignage durait des heures. Je racontais tout en détail, qui faisait sangloter le jury et sortir les journalistes de la salle. Quand ils me demandaient si je leur pardonnais, je répondais je ne pardonne pas, mais je ne l'ai plus non plus. Ils n'ont plus de pouvoir sur moi. Monsieur François était condamné à 25 ans de prison. Madame Marguerite recevait 20 ans. D'autres membres du réseau étaient également condamnés. La justice avait été rendue, au moins en partie, pendant le procès. Je rencontrais d'autres victimes, des Semfants, qui avaient traversé des horreurs similaires, des familles détruites, des vies marquées pour toujours. Mais je voyais aussi de la force, de la résilience, des Gens qui refusaient d'être définis par ce qu'ils avaient souffert. Nous avons survécu, me disait une fille de 12 ans. C'est déjà une victoire. De retour à Rennes, je me sentais différente, plus légère, plus complète. Le cauchemar avait officiellement, légalement pris fin. Je pouvais commencer à vivre pour de vrai. Je terminais le lycée en 1968, à 18 ans. Je voulais étudier davantage, aller à l'université, mais nous n'avions pas d'argent. L'oncle Joseph avait dépensé ses économies pour moi, pour les avocats, pour les traitements médicaux de mes problèmes de santé causés par les abus. Ne t'inquiète pas, disait-il. L'éducation peut s'obtenir d'autres manières. Je commençais à travailler à temps plein à l'imprimerie, apprenant le métier, découvrant que j'avais un don pour le design et la mise en page. C'était un travail qui me donnait du plaisir, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. En 1969, je rencontrais David Fournier, un homme de 20 et 1 an, qui travaillait comme comptable dans une entreprise en ville. Il était doux, patient, respectueux. Notre approche était lente. J'avais encore des difficultés avec l'intimité, avec la confiance. N'était pas l'espace, me conseillait Tantema. Le bonhomme comprendra et entendra. David comprenait. Quand je lui racontais mon histoire, il ne me regardait pas avec pitié ou dégoût. Il me regardait avec admiration. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, disait-il, et je t'aime exactement comme tu es. Nous nous marions en 1971 dans une cérémonie simple,
mais pleine d'amour. L'oncle Joseph m'accompagnait dans l'allée, des larmes dans les yeux, murmurantes. Ta mère biologique serait fière de la femme que tu es devenue, ma mère biologique. J'ai jamais cessé de penser à elle, me demandant si elle était encore en vie, si elle pensait à moi. Un jour, peut-être, j'essaierai de la trouver, mais à ce moment, j'étais concentrée sur l'avenir que je construisais. David et moi avions 3 enfants, Sabine en 1973, Michel en 1975 et Lise en 1978. Chaque grossesse était une guérison, la preuve que mon corps pouvait créer de la vie. Pas seulement être utilisé pour la destruction avec mes enfants, j'étais la mère que je n'avais jamais eue, protectrice, mais pas étouffante, aimante, mais ferme. Ils grandissaient en sachant qu'ils étaient aimés inconditionnellement, qu'ils pouvaient toujours compter sur moi. Quand Sabine atteignait 8 ans, l'âge où je découvrais les films, je ressentais un serrement dans la poitrine. Je la regardais jouer dans la cour, si innocente, si protégée, et remercier Dieu d'avoir pu briser le cycle des abus. Personne ne vous fera jamais de mal. Promettais-je à mes enfants, maman vous protégera toujours. Et je les protégeais. J'enseignais sur le consentement, sur les limites, sur la différence entre l'affection et l'abus. Je créais un réseau de protection autour d'eux que personne ne pourrait jamais pénétrer. L'oncle Joseph et tante Emma étaient des grands-parents merveilleux pour mes enfants. Ils m'avaient sauvée, m'avaient donné de l'amour quand j'en avais le plus besoin, m'avaient montré que la famille, c'est pas seulement le sang, c'est le choix, c'est le soin, c'est l'amour inconditionnel. Des années plus tard, j'apprenais que Monsieur François était mort en prison en 1978 dans une bagarre avec d'autres détenus. Madame Marguerite était libérée en 1985, malade et brisée. Elle essayait de me contacter une fois, mais je refusais de la voir. Elle mourait seule en 1990. Je ne ressentais pas de joie à cette nouvelle, je ne ressentais rien. Ils étaient déjà devenus insignifiants dans ma vie, des fantômes d'un passé que j'avais surmonté. Aujourd'hui, à 74 ans, j'ai 7 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. J'ai construit une vie pleine, remplie d'amour et de buts. J'ai travaillé à l'imprimerie pendant 30 ans. Je suis devenue associée dans l'entreprise. J'ai aidé à tout moderniser. David décédait en 2010, mais nous avions eu 39 merveilleuses années ensemble. Il m'avait appris que le véritable amour et la patience, la compréhension, le respect, il m'avait aidé à guérir des blessures que je pensais ne jamais cicatriser. En regardant en arrière, je vois que mon histoire n'est pas seulement une question de survie, c'est une question de transformation. J'ai pris la douleur la plus profonde et l'ai transformée en force pour protéger les autres, en amour pour donner à mes enfants, en sagesse pour guider ceux qui en ont besoin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici en regardant mon histoire, merci d'avoir écouté avec un cœur ouvert. Je sais que c'est pas facile d'entendre des récits comme celui-ci,
Mais il est important que ces histoires soient racontées. La véritable reconstruction de ma vie commençait après la naissance de mes enfants. Jusque-là, j'avais survécu, m'étais adaptée, avait créé une routine sécurisée. Mais c'est seulement quand je tenais Sabine dans mes bras pour la première fois en 1973 que je comprenais le véritable sens du mot renaissance. Je regardais ce petit visage parfait, ces petits yeux qui me regardaient avec une confiance absolue et faisaient une promesse qui résonnait dans mon cœur. Tu ne vivre siamese, que maman a vécu yamoes. Mais avec cette promesse venait aussi une énorme responsabilité. Comment élever des enfants sains quand vous-même avez été brisé si tôt comment enseigner l'amour quand vous avez appris la peur comment parler de confiance quand votre propre enfance était une trahison. Dans les premiers mois après la naissance de Sabine, j'avais des crises de panique. Je voyais le mal où il n'existait pas. Je me méfiais de tout adulte qui s'approchait d'elle. David me trouvait en train de pleurer au milieu de la nuit, vérifiant si elle respirait pour la 10e fois cette nuit-là. « Béatrice, tu as besoin d'aide, me disait-il gentiment. Tu ne peux pas porter tout ça seule. » C'est alors que je commençais une thérapie avec le docteur Robert Martin, un psychiatre à Rennes qui avait de l'expérience avec les traumatismes au début. Je résistais, je pensais que parler du passé ne ferait que me blesser davantage. C'est qui est passé, disais-je. Pourquoi remuer? À nouveau, parce que ça n'a pas complètement passé, répondait-il. Tout est là, dedans, influençant comment tu vois le monde, comment tu te relates, comment tu élèves tes enfants. Il me fallait 2 ans pour accepter qu'il avait raison, 2 ans à regarder ma peur, contaminer l'éducation de Sabine, regarder ma méfiance nuire à mon mariage, regarder mon passé, voler mon présent. La thérapie était douloureuse, mais libératrice. J'apprenais que porter un traumatisme ne signifie pas être une victime pour toujours. Cela signifie avoir des cicatrices qui racontent une histoire de survie, pas de défaite. Tu n'es pas ce qu'ils t'ont fait, répétait le docteur Martin. Tu essaies que tu as choisi de faire après. Et j'avais choisi de vivre, j'avais choisi d'aimer, j'avais choisi d'être mère, épouse, professionnelle. J'avais choisi de transformer la douleur en but. Quand Michel naissait en 1975, j'étais une mère différente, toujours protectrice, mais pas paranoïaque, toujours prudente, mais pas étouffante. J'avais appris à séparer mes peurs légitimes des peurs qui venaient du traumatisme avec Lise en 1978. Je me sentais complète comme mère. Je pouvais jouer sans anxiété. Je pouvais la laisser avec d'autres adultes sans paniquer. J'enseignais sur la sécurité sans transmettre la terreur. Maman, pourquoi parles-tu toujours de ne pas laisser quelqu'un toucher tes parties intimes? Me demandait Sabine un jour, à 6 ans, je prenais une profonde inspiration. C'était la question que je savais qui viendrait, mais je savais toujours pas comment répondre parce que notre corps est à nous, expliquai-je,
et seuls nous décidons qui peut le toucher. Si quelqu'un essaie de toucher là, où il ne devrait pas, tu cries, tu cours et tu le dis à maman ou papa, même si c'est quelqu'un que nous connaissons, surtout si c'est quelqu'un que nous connaissons. J'enseignais à mes enfants le consentement dès le plus jeune âge. J'enseignais qu'il n'y a pas de secrets spéciaux entre adultes. At infants, j'enseignais qu'ils pouvaient toujours tout me dire sans peur de punition ou de réprimande à l'imprimerie, où je travaillais, je devenais une référence pour les employés qui traversaient des situations difficiles. Je racontais pas toute mon histoire, mais offrais une oreille des conseils, du soutien. Madame Béatrice a une manière spéciale de comprendre notre douleur, commentaient les filles. And 1985. Quand Lise avait 7 ans, quelque chose changeait radicalement ma vie. Une travailleuse sociale de Nantes me cherchait demandant de l'aide pour des cas d'abus sur enfants. Nous avons appris votre histoire à travers les dossiers du procès, expliquait-elle. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend, qui peut aider d'autres enfants. Mon premier réflexe était de refuser. Pourquoi remuer cette blessure qui avait déjà guéri? Mais ensuite, je pensais aux enfants qui souffraient maintenant, à ce moment-là, de la même manière que j'avais souffert. Je commençais lentement, visitant des foyers pour enfants, parlant à des enfants retirés de foyers abusifs, voyant ces petits yeux effrayés, cette méfiance que je connaissais si bien, éveillait quelque chose en moi. Et ça, c'est que tu as traversé, disais-je à chaque enfant, et je sais que ça semble, que ça s'améliorera jamais, mais ça s'améliorera. Je suis la preuve que ça s'améliorera. Certains m'écoutaient en silence, d'autres pleuraient, certains souriaient même. Peut être pour la première fois depuis longtemps, et chaque sourire que je faisais naître était une victoire contre le mal qui avait essayé de me détruire. En 1987, je fondais l'Institut Phénix avec 3 autres personnes, une ONG dédiée à aider les enfants victimes d'abus sexuels. Nous utilisions ma maison comme siège initial, puis obtenions des dons pour louer notre propre espace. Pourquoi Phénix? Me demandait une journaliste lors de l'inauguration, parce que c'est ce que nous faisons, répondais-je. Nous mourons comme victimes et renaissons comme survivants. Le travail à l'Institut me donnait un but que je n'avais jamais ressenti auparavant, Chakemfant, que nous aidions, était une revanche silencieuse contre Monsieur François et Madame Marguerite. Ils avaient essayé de me détruire, mais j'étais en train de sauver d'autres. Nous développions nos propres méthodologies, formions des professionnels, créions des protocoles de soins enfivants. Nous avions déjà aidé plus de 200 enfants et leurs familles. Tu es devenue une référence nationale, me disait l'oncle Joseph avec fierté, montrant un article sur notre travail dans un magazine de Paris. Moi, qui à 8 ans me sentais comme la créature la plus inutile du monde, j'étais maintenant appelée à donner des conférences, des consultations, des formations. La fille qui pensait n'avoir aucune valeur
aider maintenant à créer des politiques publiques pour la protection des enfants. En 1990, à 40 ans, je décidais d'aller à l'université. J'étudiais la psychologie, comprenant, enfin scientifiquement, ce que j'avais vécu en pratique. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, disais-je à mes enfants, qui étaient déjà adolescents. Maman va le prouver. Étudier était un défi, équilibrer la famille, le travail à l'imprimerie, l'institut et l'université demandaient une discipline de fer, mais chaque nouvelle connaissance était un outil de plus pour aider d'autres personnes. Pendant le cours, j'écrivais ma thèse sur la résilience chez les victimes d'abus sexuels infantiles. J'utilisais ma propre histoire comme étude de cas, analysant les facteurs qui m'avaient permis de me reconstruire. Votre recherche peut aider des milliers de personnes, disait mon conseiller. Avez-vous pensé à publier un livre? L'idée me faisait peur, exposer complètement mon histoire pour que le monde entier la lise. Mais ensuite, je pensais à combien de personnes pourraient en bénéficier, combien pourraient trouver de l'espoir en 1995. Je publiais Renaître des cendres, un voyage de survie et de dépassement. Le livre devenait une référence dans le domaine utilisé dans les universités et les cours de formation, les conférences se multipliaient. Je voyageais à travers toute la France, racontant mon histoire, enseignant sur la résilience, montrant qu'il est possible de surmonter même les traumatismes les plus profonds. Comment as-tu réussi à pardonner, me demandait-on toujours. Je n'ai pas pardonné pour les libérer. Répondais-je, j'ai pardonné pour me libérer. Le pardon n'est pas pour l'agresseur, c'est pour que la victime retrouve sa paix. En 2000, quand j'atteignais 50 ans, je faisais le point sur ma vie. 3 enfants adultes, des petits-enfants arrivant un mariage solide de presque 30 ans, une profession qui m'épanouissait, un institut qui avait déjà aidé plus de 1000 enfants. Regarde, c'est que Dieu a fait de ta vie, me disait tante Emma, maintenant très âgée. Il a pris cette petite fille blessée et l'a transformée en guerrière. Le mot me touchait. Moi, qui pendant tant d'années me voyais comme une victime, j'étais maintenant vue comme une guerrière. Mes petits-enfants commençaient à arriver au début des années 2000, voir ces petits jouer dans ma cour. Proteges, oimir, libre était la preuve définitive que le cycle avait été brisé. Mamie Béatrice raconte une histoire, demandait-il, et je racontais des histoires de princesses courageuses, de filles qui affrontaient des dragons, d'enfants, qui trouvaient des familles qui les aimaient vraiment, des histoires qui étaient au fond des versions fantastiques de mon propre voyage. Et en 2005, je recevais le titre de citoyenne d'honneur de la région de Bretagne pour service rendu à la protection de l'enfance. Dans mon discours, je regardais l'audience bondée et disais, il y a 40 ans, j'étais une fille brisée qui ne croyait pas mériter de vivre aujourd'hui.
je suis ici, mère, grand-mère, professionnelle, citoyenne. Si j'ai pu le faire, n'importe qui peut. Ne renoncez jamais à vous-même. L'audience se levait dans un applaudissement qui durait 5 minutes. Des larmes coulaient sur mon visage, mais c'était des larmes de gratitude, pas de douleur. David décédé en 2010, après 39 ans de mariage. C'était difficile, mais j'étais plus la fille fragile qui dépendait totalement des autres pour se sentir en sécurité. J'étais devenue une femme complète, entière. Tu vas t'en sortir, murmurait-il dans ces derniers jours. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Et je m'en sortais. Je continuais le travail à l'Institut, continuais les conférences, continuais à m'occuper des petits-enfants qui continuaient d'arriver. Les années passaient, apportant plus de joie que de peine. Je voyais mes enfants obtenir leur diplôme, se marier, me donner de merveilleux petits-enfants. Sabine devenait enseignante, Michel ingénieur, Lisa psychologue. Inspirée par mon parcours de guérison, Maman, tu as sauvé toute notre famille, me disait Lise le jour de son diplôme. Tu as brisé un cycle qui aurait pu se répéter pendant des générations. 2015. Je prenais officiellement ma retraite de l'Institut, mais continuais comme consultante bénévole. Je voulais plus de temps pour mes petits-enfants, pour voyager, pour enfin me reposer un peu. C'était ma plus vieille arrière-petite-fille, Émilie, qui m'introduisait à cette chose d'Internet. Elle avait 15 ans et vivait collée à son téléphone, regardant des vidéos de gens, racontant des histoires. Mamie Béatrice, tu devrais raconter ton histoire sur une chaîne comme ça, disait-elle un jour. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ce qui tout a traversé. Comment tu l'as surmonté. Au début, je pensais que c'était fou. Moi, une dame de 70 ans, parlant à une caméra. Mais Émilie insistait, me montrait comment d'autres personnes de mon âge utilisaient ces plateformes pour partager des expériences. Regardez, Mamie, il y a des histoires de grands-parents de toute la France. Chacun raconte sa vie, ses défis. SS triomphe. Tu serais parfaite. Elle me montrait quelques vidéos et j'étais impressionnée. C'était des histoires réelles, touchantes de femmes qui avaient traversé des difficultés et réussi à se reconstruire. Certaines avaient des histoires de pauvreté, d'autres de violences domestiques, d'autres de pertes familiales. Être-ce une manière d'aider plus de gens, pensais-je. Il me fallait 1 an pour décider. Je parlais à mes enfants qui me soutenaient complètement. Je parlais à ma thérapeute actuelle qui trouvait l'idée excellente pour mon processus de guérison. Raconter ton histoire publiquement peut être la clôture dont tu as besoin, disait-elle, une manière de transformer définitivement ta douleur en espoir pour les autres. Adieu. Alors, à 74 ans, me voici nerveuse comme jamais auparavant, mais déterminée à partager mon voyage avec vous qui me regardez aujourd'hui. En regardant tout ce que j'ai vécu, je peux dire avec certitude
Nous sommes beaucoup plus forts que nous ne l'imaginons. À l'intérieur de chacun de nous, il y a une force que nous ne connaissons même pas nous-mêmes, mais qui apparaît quand nous en avons le plus besoin. J'ai appris que le traumatisme n'est pas une condamnation à mort pour les rêves. C'est un obstacle grand, effrayant, mais qui peut être surmonté avec de l'aide du temps et de la détermination. Chaque blessure peut devenir une source de guérison pour les autres. J'ai appris que la famille, c'est pas seulement le sang, c'est ceux qui choisissent de vous aimer, de vous protéger, de vous soutenir. L'oncle Joseph et tante Emma m'ont sauvée en étant une vraie famille quand j'en avais le plus besoin. J'ai appris que notre plus grande revanche contre ceux qui nous ont fait mal est de vivre pleinement, d'être heureux, de, de réaliser nos rêves. Chaque jour de joie véritable est une victoire contre le mal qui a essayé de nous détruire. Si vous traversez un moment difficile, quel qu'il soit, s'il vous plaît, partagez quelque chose sur votre vie dans les commentaires. Combien d'enfants vous avez, d'où vous regardez n'importe quoi venant de votre cœur. Je veux apprendre à vous connaître, vivons, aimons. Soyons heureux, c'est notre meilleure revanche. Montrer que nous sommes imbattables quand nous décidons de renaître. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Mes chers, chacun de vous qui a atteint la fin de cette histoire porte un petit morceau de ma guérison.